Lors d'une conférence de presse, Donald Trump a affiché ses ambitions territoriales, annexer le Groenland, contrôler le canal de Panama en utilisant la force s'il le faut. Le parrain de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, est mort à 96 ans. Avec son parti, le Front National, il a marqué le paysage politique de l'Hexagone pendant près de 70 ans. Donald Trump semble fin prêt à changer son pays et une partie du monde. Dans un discours depuis sa résidence en Floride, le président élu a annoncé qu'il n'excluait pas le recours à la force militaire pour prendre le contrôle du canal de Panama, mais aussi du Groenland. Il a déclaré que le contrôle par les États-Unis de ces deux territoires était vital pour la sécurité nationale américaine. Yeah, I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Concernant le Groenland, il a ajouté que le Danemark devrait le céder sous peine de se voir infliger des droits de douane conséquents. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. Le futur président a également envisagé que le Canada rejoigne les 50 États américains, mais il a déclaré qu'il n'utiliserait pas la force militaire pour y parvenir et qu'il s'appuierait plutôt sur la force économique. Enfin, cerise sur le gâteau et dans le plus pur esprit MAGA, Donald Trump a l'intention de changer le nom du golfe du Mexique pour l'appeler Golfe d'Amérique. Le menhir s'en est allé. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, est mort à 96 ans, a annoncé sa famille ce mardi. Depuis son premier mandat jusqu'à son dernier souffle, la figure tutélaire de l'extrême droite française aura profondément marqué la vie politique au rythme des provocations, des scandales et des coups d'éclat, mais aussi de percées électorales historiques. Élu pour la première fois en 1956 à l'Assemblée nationale, il devient à 27 ans le Benjamin du Palais Bourbon. En 1972, il est désigné à la tête d'un nouveau parti qui réunit des néo-fascistes, le Front National. Il développe alors son thème favori, les immigrés, qu'il accuse de profiter des aides sociales au détriment des Français. En 2002, il se présente contre Jacques Chirac à l'élection présidentielle, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré sa défaite au second tour, ce scrutin est considéré comme un tournant pour le parti, aujourd'hui l'une des principales forces politiques françaises. La plus jeune de ses trois filles, Marine, hérite du parti en 2011. Elle a longtemps dit assumer l'intégralité de son héritage, mais souhaite tout de même le dédiaboliser. Elle finit par exclure son père en 2015 après des propos polémiques répétés sur la Shoah. Les deux se réconcilieront quelques années plus tard. Jean-Marie Le Pen devrait être enterré aux côtés de son père dans le cimetière de la Trinité-sur-Mer, là où sa famille possède une concession. 7 janvier 2015, 7 janvier 2025, il y a 10 ans, le terrorisme frappait au cœur de Paris. En fin de matinée, 2 hommes armés de Kalachnikov et se revendiquant comme sympathisants d'Al-Qaïda faisaient irruption dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Bilan, 12 morts. Ce matin, là où s'est déroulé le drame, au 10 rue Nicolas Appert, le président Emmanuel Macron, François Bayrou, l'ancien président François Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont observé une minute de silence et déposé une gerbe en leur mémoire. Et 10 ans après, la menace est toujours là, comme l'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. L'an dernier, on a déjoué, nos services ont déjoué 9 attentats. C'est plus que depuis 2017. Ça veut dire que nos services, et la France est réarmée considérablement. Mais ça veut dire que la menace, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et il faut non seulement y faire face, mais aussi voir le terreau de cette menace, qui est l'islamisme. L'attentat contre Charlie Hebdo, perpétré en représailles aux caricatures du prophète Mahomet, publié par le journal, a déclenché un vif débat mondial sur les limites de la liberté d'expression. 10 ans plus tard, dans un numéro spécial de Charlie Hebdo sorti ce mardi, un sondage réalisé par le journal montre que si une majorité de Français croient encore au droit fondamental de caricaturer, les jeunes générations critiquent de plus en plus la satire, qu'elles considèrent comme source de division, en particulier à l'égard des communautés marginalisées.
Un séisme de magnitude 7,1 a fait 126 morts et près de 200 blessés dans la nuit de lundi à mardi au Tibet. Ce bilan est toujours provisoire. Il s'agit de l'un des tremblements de terre les plus dévastateurs en Asie depuis plusieurs années. Le puissant séisme a frappé la ville de Shigatse vers 9 h ce matin à une profondeur d'environ 10 km selon les données de l'ISGS, l'Institut américain d'études géologiques. Des secousses auraient été également ressenties au Népal et en Inde. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants, le Dalai Lama s'est exprimé mardi se disant profondément attristé par le séisme. Les tremblements de terre sont fréquents dans cette région montagneuse du Tibet, dans l'ouest de la Chine, qui se trouve entre les plaques tectoniques indiennes et eurasiennes. Plus de 10 séismes de magnitude 6 ou supérieure ont en effet frappé cette région au cours du siècle dernier. L'armée libanaise a annoncé son déploiement dans la ville côtière de Nakoura, dans le sud du pays, après le retrait des troupes israéliennes dans le cadre des conditions de cessez-le-feu convenues en novembre. Cette mesure fait suite au déploiement de soldats libanais dans 2 autres villes du sud, précédemment occupées par Tsahal, jusqu'à la conclusion du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. L'envoyé américain Amos Hochstein, qui a contribué à négocier ce cessez-le-feu, a assisté à la réunion de Beyrouth lundi et a rencontré le Premier ministre libanais Najib Mikati. Celui-ci a confirmé que le retrait des troupes israéliennes se déroulait comme prévu, mais n'a pas confirmé s'il serait achevé dans le délai de 60 jours prévu par les conditions de l'accord. Au même moment, des responsables locaux de la bande de Gaza ont déclaré qu'une frappe sur Boureij, un camp de réfugiés palestiniens situé dans le centre de l'enclave, a tué au moins 3 personnes dans la nuit de lundi à mardi. Le conflit opposant Israël au Hamas à Gaza a tué plus de 45 800 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad début décembre, les forces syriennes soutenues par la Turquie affrontent régulièrement des combattants kurdes dans le nord du pays, une zone qui échappe au contrôle des nouveaux maîtres de Damas. Ce lundi, Recep Tayyip Erdogan a haussé le ton face à ce qu'il considère comme une menace pour l'unité de la Syrie. Une mise en garde qui s'adresse principalement aux combattants kurdes du PKK. Suriye'nin parçalanmasına, hangi kisveyle olursa olsun, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor. Au cours du week-end, plus de 100 personnes ont été tuées dans le nord de la Syrie lors d'affrontements entre forces syriennes pro-turques et les FDS, une coalition composée majoritairement de combattants kurdes. En lutte armée contre le gouvernement turc depuis les années 80, le PKK est considéré comme un mouvement terroriste par Ankara, l'UE et les États-Unis. Selon le chef de la diplomatie turque, l'élimination du PKK et du YPG ne serait qu'une question de temps. Le Parti de la liberté d'Autriche a été chargé par le président autrichien de former un gouvernement. Son dirigeant Herbert Kickl ne cache pas ses ambitions de devenir le prochain Volkskanzler ou chancelier du peuple, un terme utilisé par les nazis pour désigner Adolf Hitler. Cette arrivée potentielle de l'extrême droite au pouvoir en Autriche pourrait chambouler l'UE et menacer le soutien militaire à Kiev, à l'heure où la guerre en Ukraine et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche appellent les 27 à jouer collectif. They are definitely very much against the sanctions against Russia. They feel this is hurting Austrian interests. They are against sending weapons to Ukraine, even apart from Austrian neutrality. And they would like to see the earliest possible end of the war, regardless of what this means for the Ukraine. Le rejet de l'immigration est un des projets phares du FPÖ qui prône la fermeture des frontières, le rejet du droit d'asile et la remigration des étrangers afin de garantir une société homogène. FPÖ radically rejected the asylum pact. Basically, they say it's hopeless. We'll not solve this issue on the European level. We have to solve it on the Austrian level, basically. And they basically want to renationalize migration policy. Opposé au pacte vert européen qu'il qualifie de communisme climatique, Herbert Kickl pourrait appuyer un recul des normes environnementales en Europe. Sur le volet européen, le dirigeant du FPÖ veut transférer plus de compétences aux États membres sans prôner une sortie totale de l'UE. They say they will not promote Austria
leaving the European Union, but they want to change the European Union. Essentially, they want to return competencies to the level of the member states. They would like to reduce the influence of the European Commission, and they are talking about the Europe of sovereign states, basically. They would like to have a very intergovernmental type of Europe without strong supranational institutions. Le FPO est arrivé en tête des élections fédérales en septembre avec plus de 28% des voix. Les efforts pour lui barrer la route ont échoué. Obligé de composer au sein d'un gouvernement de coalition, probablement avec les conservateurs, le FPO devra peut-être toutefois mettre de l'eau dans son vin. Un jour après que les États-Unis aient signalé le premier décès humain dû à la grippe aviaire, l'Organisation mondiale de la santé assure que le risque de contagion pour la population générale reste faible. Ce mardi à Genève, la porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, a déclaré aux journalistes que le virus H5N1 à l'origine de la maladie concernait principalement les travailleurs des industries animales qui doivent être mieux protégés. It's not circulating in humans, but it is jumping into humans who are exposed, particularly those exposed to poultry or to the dairy cattle, the two sort of groups where we're seeing most of the movement from animal to human, but we're not seeing sustained circulation. Selon Margaret Harris, le patient décédé de la grippe aviaire en Louisiane avait plus de 65 ans et souffrait de problèmes médicaux sous-jacents. Durant son travail, il avait été exposé à des poulets et à des oiseaux sauvages. Les cas de grippe aviaire ont également augmenté en Europe vers la fin de l'année dernière, même si les chiffres restent inférieurs à ceux des années précédentes.